Association des joueurs, Daniel Richard en compagnie de Marc Denis et Bruno Gervais. C'est la semaine de la date limite des transactions. Et j'ai le goût de vous dire pour la première fois depuis plusieurs années, on ne se demande pas si le Canadien est vendeur. C'est soit le statu quo ou on est acheteur. Et puis, la beauté de la chose, quand on est acheteur, c'est que notre nom revient dans à peu près toutes les situations de transaction. On a entendu le Canadien avoir un besoin au poste de gardien de but, évidemment. On entend beaucoup avoir un défenseur droitier sur une deuxième ou une troisième paire. Et puis, évidemment, un attaquant top 6, soit pour le centre du deuxième trio ou à l'aile sur le premier trio. Marc, je commence avec toi. Si tu avais une baguette magique pour régler un des trois dossiers que je viens de te nommer, tu t'attaques à quel dossier en premier et pourquoi? Aucun des trois. En fait, c'est pas vrai. Un des trois, mais je vais y apporter une modification. Pour moi, le besoin du Canadien... premièrement, là, faut pas oublier une chose. Puis je sais que c'est pas sexy dans la semaine qui mène à la date butoir des transactions, mais le statu quo, c'est une décision. C'est pas un manque, c'est pas l'absence de décision. C'est la décision qui a été la décision ultime l'année dernière. Cette année, moi, je trouve que tu pars d'une grande évolution parce que le statu quo, c'est la pièce de départ. Tu commences avec le statu quo, puis tu espères peut-être être en mesure de t'améliorer. Mon objectif premier n'a pas changé. Mon objectif premier, ça demeure de trouver une solution qui fait le pont pour permettre à Nick Suzuki d'être protégé dans l'alignement des frappeurs, pour donner un peu d'air et d'expérience au deuxième trio. C'est un joueur de centre de deuxième trio. Mais comme ça se règle plus souvent dans l'hors-saison, dans l'entre-saison. Moi, il y en a un besoin, puis c'est là où je te dis, c'est ni un ni l'autre des trois que tu as mentionné, mais je vais t'expliquer. C'est un défenseur, mais moi, il n'est pas obligé d'être droitier. Là. Il peut très bien être gaucher. Okay. Ça me prend un défenseur numéro 5. Là, en ce moment, avec tout le respect que j'ai pour eux autres, Struble, Jacky n'ont pas fait le travail, puis ils n'ont pas la confiance des entraîneurs. Il faut que tu trouves quelqu'un qui est capable de jouer plus souvent que Carrier, idéalement dans des rôles défensifs pour venir supporter Goulet. Puis pour moi, c'est un défenseur numéro 5 contre qui personne aime jouer. Il peut être droitier, il peut être gaucher, c'est pas grave. Mais moi, je veux qu'il soit en mesure de jouer ces minutes-là parce que ce que je réalise, là, à l'ère des jeux vidéo, là, tout le monde veut faire une transaction tout de suite en pesant sur un piton pour améliorer le personnel des joueurs. Mais la réalité, là, c'est que le Canadien a manqué de maturité à San Jose, n'est pas capable de garder la rondelle à l'extérieur de son filet. Faut que tu viennes aider ton gardien, mais c'est beaucoup trop facile de jouer contre le Canadien. Fait que pour moi, ce que je vois pour Kent Hughes, si je suis très actif, évidemment que le dossier Patrick Laine, mais là, on a parlé d'être acheteur, là. Évidemment que le dossier Patrick Laine, je veux m'en occuper parce que ça me donne de l'air, de la flexibilité. Mais avec ce que j'ai sous la main, puis, tu sais, je veux pas non plus faire mal à mon capital au repêchage, c'est-à-dire mes choix au repêchage. Je veux pas faire mal à mes espoirs de premier plan. Puis je veux surtout pas faire mal puis peut-être aider ma flexibilité sous le plafond. Fait que pour moi, c'est un défenseur, pas à tout prix, mais un défenseur numéro 5 dans ma formation, qu'il soit droitier ou qu'il soit gaucher. Moi, ça me dérange pas. Bruno, tu es à la même place que Marc là-dessus ou tu cibles des besoins plus précis d'ici vendredi, 3h? Ben, écoute, quand ta liste d'épicerie est un centre de deux premiers trios, un défenseur droitier, même quand on regarde à travers la ligue, ou un gardien, c'est à peu près la liste d'épicerie que toutes les équipes vont avoir. C'est un peu le lait, les œufs que tu as besoin à chaque semaine, un peu partout. Fait que tu en as plusieurs qui sont là. C'est ce qu'on entend, puis c'est pour ça que le Canadien est lié à toutes sortes de choses. Gordon et Kent Hughes font un excellent travail à être à l'affût de ce qui se passe, puis à étudier le marché. Puis des fois, quand tu vas améliorer ton équipe, ça ne sera pas directement ce que tu cherchais, mais il va arriver une opportunité que tu vas pouvoir saisir pour améliorer ton équipe, te donner d'autres morceaux, puis continuer à bâtir ce que va devenir l'équipe aspirant aux grands honneurs pendant quelques années. Fait que c'est un peu ça que tu vas faire. Tu veux t'assurer de ne pas faire de pas du reculon ou de ne pas te menotter avec un contrat, une situation un peu plus difficile. Moi, personnellement, je suis d'accord avec Marc parce que je pense que c'est une excellente brigade défensive que tu as là présentement pour le Canadien avec de très grands points forts, mais qui viennent mettre en lumière un peu plus précis sur ce que tu as besoin de remplir, les cases que tu as à cocher. Parce que le Canadien, avec l'évolution qu'ils ont faite, on le voit de l'année dernière à cette année ou même depuis les 4 nations, ce que le Canadien est capable de faire, c'est assez clair c'est quoi les situations qui reviennent pour eux. Puis ce genre de scénario-là que Marc parlait à San Jose, ou le désavantage numérique, ou les situations surtout, à quel point le hockey de séries éliminatoires devient plus pesant, plus physique. C'est qui les joueurs qui vont être capables de venir t'aider là-dedans. Et en même temps, tu peux aller chercher une case où le vécu va devenir important.
c'est sûr que tu as ce cercle vicieux-là où tant que tu ne vas pas vivre cette expérience-là, tu ne peux pas l'acquérir. C'est certain, quand on parle du jeune noyau du Canadien, ils se devront de vivre des matchs de séries éliminatoires, de gagner certaines séries, puis c'est là que tu vas bâtir ton vécu pour l'ensemble de ton équipe. Mais d'aller chercher un ou deux joueurs qui l'ont vécu, qui, quand vont se retrouver dans ces moments-là, même si c'est des circonstances bien différentes, ont des points sur lesquels s'appuyer, et ton groupe de leaders, avec un Nick Suzuki, est capable de se retourner vers ce joueur-là, puis d'aller chercher ce bagage-là rapidement. Un Corey Perry devenait très intéressant pour ça, tout le bagage qu'il amenait. Il y a plusieurs transactions qui se font de la sorte où on va chercher une pièce complémentaire, mais qui a ce vécu-là. C'est cette case-là ou ces cases-là que tu peux cocher. Si tu es capable de le faire avec un joueur, un exemple d'un McNabb en est un qui est un défenseur gros gabarit, joue des avantages numériques, a gagné la Coupe Stanley, lui, c'est un gaucher. Mais c'est le genre de scénario, c'est le genre de défenseur que tu peux venir glisser au 5e rang, comme Marc disait, pour venir solidifier, ta brigade sur la façon de l'utiliser, mais venir solidifier ce que tu es en train de bâtir autour de ton noyau. Et moi aussi, je serais porté d'aller dans cette direction-là. Marc, j'ai le goût de t'entendre sur les cirques. Tu me parlais de statu quo, que le statu quo était une décision. Je suis d'accord avec toi. Ça l'a été l'année passée, puis ça a fait le succès du Canadien. Les circonstances cette année, il y a un concept où je comprendrais que le Canadien soit agressif, c'est que dans l'Est, je trouve que si tu élimines le Lightning, peut-être les Hurricanes aussi, c'est très ouvert. Tu sais, les Islanders, les Pingouins, les Canadiens, les Red Wings, les Sabres, qui bat qui dans un 4-7 là-dedans? Ouais. C'est assez ouvert. Donc, ça peut être une bonne année pour en donner un petit peu plus. Tu n'as pas 3-4 équipes de 110 points dans l'Est. Ceci étant dit, est-ce que l'incertitude devant le filet du Canadien augmente les chances du statu quo? Si tu donnes un Michael Age puis un choix de première ronde pour aller chercher le nom qu'on entend, Robert Thomas, ou aller chercher aller chercher un gars de 70 points. Puis que, comme tu as déjà dit dans cette capsule-là, ça manque d'arrêt en série. Là, tu viens de gaspiller Michael Age, tu viens de gaspiller tu as encore Robert Thomas, là, le cas échéant, mais tu viens de gaspiller des actifs pour une ronde. Est-ce que ça peut peser dans la balance du duo Hughes-Gorton, tu penses? Assurément. Puis moi, je suis convaincu que Kent Hughes et Jeff Gorton ne sont pas là du tout. Maintenant, je ne connais pas l'évaluation qu'ils ont fait du groupe de jeunes espoirs. Bruno les voit un peu plus souvent que moi, en tout cas en personne avec le Rocket. Mais quand tu fais une analyse approfondie, puis il y a peut-être des joueurs là-dedans avec qui tu es prêt de couper les liens au bon prix. Je vais prendre l'exemple de Logan Mailloux pour Zachary Bolduc la saison dernière. Ouais. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais moi, je pense pas que Hughes et Gorton... En fait, ce que le Canadien est en train de faire, là, l'année passée, c'était un peu une surprise d'être en série. On a choisi le statu quo, on a écouté Nick Suzuki. Cette année, le statu quo, c'était pas mal le plan dès le départ parce que c'est à partir de l'année prochaine que tu vas avoir la flexibilité. Tu sais, je regardais le tableau, je le trouvais très intéressant. Il y avait beaucoup de droitiers. Moi, j'ai ajouté des défenseurs gauchers dans ce tableau-là. Honnêtement, je vous le dis, moi, gaucher ou droitier, ça ne me dérange pas trop pour le Canadien. Okay. Parce que tu viens remplacer probablement Struble ou Jacky dans ta formation. Ouais, t'en enlèves un gaucher, finalement. Le Canadien, ouais. Mais là où je veux en venir, c'est que le Canadien n'est pas capable de se payer les joueurs qui sont là au moment qu'on se parle. Tu sais, quand on dit des hypothétiques, les éléments, c'est souvent les éléments qui sont oubliés, exactement. Fait qu'il va falloir que tu payes. Est-ce que tu vas donner un choix... Le Canadien n'a pas son choix de 5. Est-ce que tu vas donner un de tes 2 choix de 4 pour te débarrasser de Laine? Peut-être, mais ça prend quelqu'un qui le veut aussi. Donc, il faut que tu règles... Il faut que tu aies de la créativité à ce niveau-là. Pour répondre à ta question, moi, je crois qu'une façon de jouer, une approche différente et une défensive revigorée, un peu plus robuste, plus tannante à affronter, va venir aider tes gardiens aussi. Il faut que tu fasses le pont. Si tu vas chercher on va les nommer, là, Jordan Binnington ou Sergei Bobrovsky, moi, je pense que ça, il y a peut-être plus de mérite à regarder quelque chose comme ça que de départir de Michael Age ou de Jarowski puis d'un choix de première ronde pour Robert Thomas, alors que tu viens dédoubler ce que Nick Suzuki représente. Puis je suis pas en train de dire que Robert Thomas, c'est un bon ou pas un bon joueur. Je n'ai même pas parlé de ça. Clairement, c'est un bon joueur de hockey. Mais j'aimerais mieux aller chercher de l'expérience. Bruno vient d'en parler, puis je ne sais pas, Bruno, où tu es là-dedans. Et si on est pour faire un changement, faisons le changement drastiquement, parce que Dobèche et Fowler, c'est à peu près le même âge. Montembeault n'a pas répondu aux appels. Bon, bien, si tu vas chercher un vétéran, un gardien qui sort, un gardien vétéran qui arrive, fais le pont jusqu'à ce que Fowler soit prêt. Faisons-le comme ça. Mais pour moi, en tout cas, je ne paierais pas Age et un premier choix. Et là, on parle de Age, un premier choix et un joueur de ta formation. Plus. Fait que, tu sais,
Ouais, c'est ça. Donc, je ne paierais pas jusque-là. Je ne paierais pas Kapanen non plus, parce que pour moi, Kapanen, c'est mon joueur de centre de troisième trio quand je vais gagner la Coupe Stanley. Dans 2 ans là, ou 3 ans, quand je pense que je vais gagner la Coupe Stanley, c'est ça. Fait que, mais je veux revenir aussi là-dessus. Je vais laisser Bruno parler, mais je veux revenir un peu sur la conférence de l'Est aussi, ça m'intéresse. Ça. Bruno, vas-y. Marc, tu t'enchaîneras après. Non, mais je suis d'accord avec toi parce que c'est ce risque-là. Fait que, tantôt, tu mentionnais puis tu parlais de l'importance d'être capable d'évaluer ce que tu as à l'interne. Puis ça, c'est super important parce que n'importe quel directeur gérant et les 32 sont payés pour faire leur travail avec tous les acolytes qu'ils ont pour tenter de vendre au plus haut et acheter au plus bas le plus possible. Dans ces scénarios-là. Est-ce que tu as des joueurs à l'interne ou est-ce que tu es capable de dévier un peu comme c'était le cas quand au début c'était Glass qui était dans la transaction de Tatar. Finalement, ça a été de Pacioretty, ça a été Suzuki. Dieu merci. Tu le sais pas à ce moment-là. Puis c'est des actions qui vont fluctuer tellement. Zarovski en est un, Michael Age en est une action qui, présentement, ça a une grande valeur. Et là, tu attends de voir parce que peut-être dans 1 an, cette valeur-là peut quasiment peut augmenter parce que c'est un joueur qui arrive dans la Ligue nationale et il a un impact rapidement, un peu à la Demidov, ou elle peut diminuer parce que là, le saut chez les professionnels est plus difficile, puis c'est un chemin un peu plus long, comme on peut voir avec un Reinbacker, un Winbeck, etc. Fait que c'est dur de prévoir ça. C'est pour ça qu'il y en a qui vont décider de « OK, je prends le risque maintenant, je fais la transaction parce que je sens que je m'améliore et pour longtemps. » Parce que quand tu vas chercher un Thomas, c'est un joueur de centre que tu vas chercher pas pour les 2 prochaines années, mais que tu pourras avoir dans ta formation pour longtemps, étant un jeune joueur de centre dans la Ligue nationale. Fait que ça devient intéressant parce que tu te donnes, c'est quoi le plafond des 2 joueurs, puis est-ce que Thomas, qui va te donner du bon hockey pour les 5, 7, 8 prochaines années, bien, est-ce que ça peut valoir la peine? Puis c'est peut-être un plafond un peu moins élevé que ça pourrait être avec un Michael Age, mais c'est certain comme valeur versus un Age qui, sa valeur peut augmenter ou diminuer drastiquement dans les 2 prochaines années selon son transfert au niveau hockey professionnel. Fait que c'est ce genre de risque-là que tu prends, mais je suis Marc là-dessus, c'est le Canadien n'est pas dans la fenêtre de c'est immédiatement, c'est là, je suis en train de manquer ma fenêtre, puis en mode panique, puis je penserai au futur plus tard. Tu es en train de bâtir cette fenêtre-là, puis tu as un plan, toujours écrit à la mine, là, hein? Il y a une efface pas trop loin, mais tu as un plan qui est pour les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Et Kapanen en fait partie, dans les meilleurs des mondes. Tu essaies de prévoir, mais c'est impossible, ce qui va se passer avec Age, Zarovski quand il va arriver ici en Amérique du Nord. Fait que tu essaies de voir où tu t'en vas. Puis à ça, il va arriver 1001 surprises. Est-ce qu'il y a une transaction? Est-ce qu'il y a un joueur qui va être tout d'un coup disponible? Est-ce que tu peux venir ajouter puis ça ne coûte pas les pièces maîtresses que tu as? C'est ce que le Canadien tente de faire. Tu fais les appels partout. Il ne faut pas oublier que les 32 directeurs gérants sont payés pour faire leur travail puis pensent à leur équipe, veulent aller gagner la transaction le plus possible. Fait que c'est sûr que si tu veux un joueur de la trempe de Thomas, il va falloir que tu donnes gros et il y a un risque à ces joueurs-là, rattaché à ces joueurs-là. Fait que des fois, il faut que tu donnes un peu plus pour couvrir ce risque-là pour l'adversaire. Fait que c'est quoi? Mais moi, on a parlé de Bobrovski. J'haïs pas cette idée-là d'aller chercher quelqu'un qui va aider dans l'immédiat pour aller acquérir cette expérience-là puis qui ne coûtera pas les yeux de la tête. T'sais, un Coleman à Calgary, pour moi, en est un qui coche plusieurs cases pour le Canadien, qui est un joueur pesant, qui est un joueur un peu plus de série, qui a du vécu, qui, je pense pas, devrait pas coûter les Zarovski ou les Michael Age de ce monde. Non. C'est le genre de joueur que, hey, j'améliore un peu, je me menote pas parce qu'il y a juste une année de contrat après celle-ci pour ce joueur-là, mais je vais chercher de l'expérience. Je vais peaufiner certaines choses, moi, au niveau de ma profondeur. Je pense que c'est une amélioration aux joueurs de soutien que tu as présentement. Bon, ben, c'est un petit pas vers l'avant pour affronter ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Tu sais, Marc, Bruno disait, puis ça va rejoindre sur ce que tu voulais enchaîner. Bruno disait, le Canadien n'est pas encore une équipe que c'est maintenant ou jamais. Puis, tu ne peux pas être en désaccord avec ça, là. Ils ont un défenseur qui fait 1 point par match qui a 21 ans. Ils ont un joueur de 19 ans qui va faire 65 points. Même chose pour Slavkovski qui en est à sa 4e saison. Mais, si tu es à maturité, puis dans l'Ouest, il y a les Stars qui sont à maturité, il y a l'Avalanche à maturité, les Golden Knights sont à maturité. Tu n'es pas tout seul à maturité. Là, le fait que l'Est soit ouvert, tu peux peut-être être plus agressif, sachant que non, tu n'es pas à maturité, mais tu as l'équipe
tu as l'équipe pour jouer au mois de mai quand même. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je parle d'une amélioration quasiment ponctuelle pour être capable d'aider. Tu sais, quand on regarde l'Est, là, moi, je le décris comme ça. Tampa, t'en as parlé, je suis d'accord avec toi, Dan. Là, moi, je suis les Hurricanes de Caroline, là. Je me dis, on a tellement connu du succès en saison régulière, pas dans les séries. Je regarde à gauche, à droite, les Leafs, les Panthers, qui sont là depuis plusieurs années, vont manquer le bateau cette année. C'est-tu moi le prochain? Moi, je suis les Hurricanes, puis je joue dans une division qui est plus faible que l'Atlantique. Je me dis, non, là, moi, j'ai un chemin jusqu'à la finale de l'association. Je m'assure d'améliorer ce que je peux améliorer du côté des Hurricanes de la Caroline. Maintenant, Détroit, Buffalo ont tellement pas fait de séries depuis longtemps qu'ils sont plus agressifs. Le Canadien, c'est un peu une équipe surprise. On peut les mettre sur le même pied d'égalité que les Highlanders et peut-être les Sénateurs qui sont encore dans la course. Là, après ça, tu as des équipes comme les Pingouins qui sont en maturité, qui ne sont pas supposées d'être là, mais qui sont là. C'est ouvert dans l'Est. Fait que ça, je trouve ça très, très intéressant aussi. En rappelant que quand tu es ce genre d'équipe-là, tu peux certainement Columbus aussi. venir aider ton équipe. Oui, puis j'aime mieux la position d'Ottawa et Philadelphie que celle de Washington, mais Columbus, Ottawa, c'est des jeunes équipes. Philadelphie, il n'y aura pas de grand remaniement, à moins que Dan ait son prix pour certains joueurs. Fait que ça va être intéressant de voir comment ça va se passer. Mais là, pour l'instant, ce que j'entends, c'est que, oui, très à l'affût, mais on n'est pas à 5 minutes d'annoncer quoi que ce soit non plus. Les gars, je veux parler des coulisses de la date limite. Ça dépend, oui, vas-y, ça dépend quand les gens regardent ce segment-là, bien sûr. Là, moi, je parle de ce matin qu'on n'est pas à 5 minutes d'annoncer quoi. Il va falloir mettre ça en ligne rapidement parce que ça peut changer vite. Les gars, je veux parler des coûts. Tu sais, Marc, tantôt, tu as parlé de transactions sur des consoles de jeux vidéo. C'est ce que le partisan connaît, c'est ce que le partisan fait. On n'est pas dans les coulisses de la date limite des transactions. Vous avez joué assez longtemps pour savoir comment ça se passe. Vous avez souvent été, Bruno avec les Highlanders, Marc avec les Blue Jackets, dans des équipes qui, je suppose, étaient plus en mode vente à la date limite des transactions. Bruno, je commence avec toi. Pas mal, oui. Tu sais, la semaine 2, j'essayais de le dire poliment, la semaine, 2 semaines avant la date limite des transactions dans le vestiaire, quand tu as des vétérans qui deviennent joueurs autonomes sans compensation, qui seront probablement plus là dans 2 semaines, comment ça marche? La télé est tout le temps à NHL Network, à TSN? Est-ce qu'on en parle ouvertement? Est-ce qu'on fait semblant qu'on n'écoute pas trop ce qui se dit alentour? Mais comment c'est quoi comment ça fonctionne tout ça à l'interne? Bien, dans mes premières années, on était dans un ère où il n'y avait pas vraiment de médias sociaux et on n'avait même pas le luxe d'avoir un lounge avec une télévision à New York. Fait que ça, c'était un avantage de ne pas avoir à suivre tout ça de trop près. Mais oui, maintenant, c'est sûr qu'à l'ère des médias sociaux et avec la télévision, c'est sur NHL Network ou sur les postes locaux pour justement ces nouvelles-là autour de l'équipe, autour de la Ligue. Pour suivre ça, ça va dépendre de chacune des situations. T'sais, j'ai joué avec des vétérans, puis tu vois, c'était même un moment où quelques vétérans qui avaient passé par là, qui ont vécu quelques transactions, s'amusaient pour demander à un des gérants d'équipement ou à un des thérapeutes de l'équipe d'aller voir un joueur X et lui demander d'aller au bureau du directeur gérant, que le directeur gérant lui demandait. Fait que là, des fois, tu voyais le thérapeute arriver dans le vestiaire et dire hey, Bruno, Gardino, exemple, qui était directeur gérant à New York, Gardino veut te voir. Fait que là, le sang arrête de circuler dans ton corps, c'est la panique. Tu te présentes au bureau du directeur gérant, tu dis hey, Gard, tu voulais me voir? Non. Pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu fais là? Attends, voyons, je ne veux pas demander à te voir. Oh, wow. Puis là, pour réaliser que c'était un Mike Comrie de ce monde ou un Bill Guérin de ce monde qui s'amusait à ce genre de choses. Ça, c'est sûr qu'il y en a qui vont tenter c'est une tension qui peut être là pour certains joueurs. Moi, je me rappelle, Andy Sutton en était une fois qu'on pensait qu'il allait être transigé. Et on partait pour un petit voyage de quelques jours, mais directement sur la date limite des transactions. Exemple, comme le Canadien qui est en Californie présentement, quand il frappe la date limite, mais advenant que tu te fais échanger à une équipe pas mal plus au nord, bien, tu t'assures d'avoir une valise, que tu as tes gougounes, ton maillot de bain et ta tuque et ton foulard aussi dans cette même valise-là parce que tu ne sais pas où tu vas te retrouver. Il y en a des joueurs qui partaient avec 2 valises au lieu de 1 quand venait le temps de partir en voyage. Et surtout, c'était un peu plus délicat. Puis imaginez un joueur pour le Canadien présentement exactement comme ça en voyage, c'est que tu quittes, mais les choses vont tellement vite que des fois, tu ne reviendras pas à la maison avant 2 ou 3 mois selon les circonstances, selon où tu es transigé. On a vu des joueurs quitter de l'Est, nous autres dans une division que le voyagement n'était pas grand, se retrouver complètement dans l'Ouest,
part pendant le voyage et revient seulement quand les séries éliminatoires sont terminées parce que tout découle tellement vite. Fait que c'est un peu ça qui peut être un peu plus tendu au niveau au niveau familial. Mais c'est un moment où chaque coup de téléphone, où chaque moment devient très tendu. Puis là, c'est drôle parce que là, je vois plusieurs flashbacks. Mike Comrie est un spécialiste là-dessus. Puis c'est drôle, je l'ai vu parler de la date limite des transactions dernièrement sur un des podcasts. Mais il était le spécialiste pour bloquer son numéro, puis faire un appel dans l'autobus. Puis là, de voir un des joueurs, un Radek Martinek de ce monde répondre. Il l'a regardé. Se faire passer pour un directeur gérant ailleurs dans la ligue. Ça l'amenait quelques moments rigolos comme ça. Tu sais, Marc, je me souviens, je pense que c'est pas la saison dernière, c'est l'autre d'avant. David Savard avait dit aux journalistes qu'il avait donné un peu de la M à son père parce que c'est un moment où David Savard espérait ne pas être échangé, mais ça se pouvait. Puis son père l'avait appelé dans la journée comme pour autre chose. Puis tu sais, tu veux pas te demander toute la journée si le téléphone, c'est un échange. Il y a ce côté, il y a l'anecdote, mais il y a le côté aussi, puis je sais, les joueurs de hockey, vous signez pour ça. C'est des gros salaires. Moi, je sais que dans 2 semaines, je vais encore habiter dans la maison où est-ce que j'habite. Vous, ce côté-là, là, tu prends un Québécois, exemple, qui a 3 enfants, les 3 enfants parlent français, puis la semaine d'après, tout le monde est rendu à Chicago, à Buffalo ou au Colorado. Hey, Bruno parlait de sang qui glace quand tu reçois, quand le trainer vient te voir ou quand le téléphone sonne. C'est pas exagéré, là. T'as beau être millionnaire, puis t'as beau, ça reste ta vie, puis ça doit être assez angoissant pour le joueur, mais pour la famille aussi. Ouais, il y a un côté humain. Il y a un côté humain à ça. C'est vrai que j'ai fait partie trop souvent d'équipes qui étaient vendeurs. Mon nom n'était pas associé à ce moment-là de ma carrière à la date limite des transactions, mais la dernière année, t'aimes pas. Moi, j'espérais avoir un nouveau départ. Ouais. J'espérais recevoir l'appel de Jay Feaster pour me dire hey, on a réussi à transiger à quelque part aussi. Tu parles des bons chums. Moi, je me souviens de Luke Richardson, qui est un des meilleurs chums à Columbus quand il s'est fait échanger à Toronto, fin de carrière. Doug McLean vient le voir. J'ai un choix de 5. Tu ne reviendras pas l'année prochaine. Il rentrait à Toronto. C'était quand même pas si mal. C'est là qu'il avait commencé sa carrière. Il y a des surprises des fois. Je me souviens de Kevin Adams. Oui, celui qui était le DG des Stars de Buffalo s'est fait transiger à une date limite des transactions. Puis on a reçu quand même Ray Whitney en retour, qui est devenu le capitaine des Blue Jackets. À la date limite des transactions, tu fais le saut un peu. Tu te dis, OK, c'est peut-être une nouvelle façon de faire dans cette organisation-là. Fait que bref, il y a un côté humain. Il y a un côté humain, c'est sûr. Puis tu y penses. J'ai pas vécu à l'ère des téléphones cellulaires. J'ai vécu, là, mais j'ai pas joué à l'ère des téléphones cellulaires et des réseaux sociaux non plus. Mais c'est sûr que c'est une semaine où tout le monde était un peu... il y a une petite frénésie. Moi, je pense que c'est bon pour le Canadien, en passant, là, d'être en Californie. Ici, là, on s'entend, à l'extérieur, c'est pas le sujet de conversation. Hier, c'était une journée de congé. Aujourd'hui, on retournait à l'entraînement vers 11h ce matin, donc vers 14h, heure du Québec. On est, au moment d'enregistrer cette émission-là, on est jeudi. Donc, voilà, je pense que c'est bon d'avoir une certaine distance, surtout que le groupe n'a pas besoin de ce bruit de fond-là, parce que je pense pas qu'il y a des joueurs de la formation qui vont être échangés, mis à part Patrick Laine qui est sur la touche de toute façon pour l'instant. OK, parfait. Merci beaucoup, les gars. Je vous laisse poursuivre votre journée. Grosse journée aujourd'hui, grosse journée demain, puis on se reparle la semaine prochaine avec un portrait peut-être un petit peu différent. Merci beaucoup, les gars. Oh, hey, excuse Dan, tu viens d'être échangé. Tu viens d'être échangé. On t'envoie Canal Famille. On t'envoie Canal. Tu vois, tu déménages. Avec Carl de Catcharet et Radio Enfer, les gars. Ouais, hey, bonne chance, Dan. On va s'ennuyer. Ah, il faut besoin de déménager au moins. Merci les boys. Salut, bonne journée. Allez.